En politique, ce qui est dit compte-t-il autant que ce que l'on prétend? Quelle part peut-on attribuer aux expressions faciales, aux gestes ou à l'intonation de la voix dans l'impact d'un discours? With courage and compassion, strength and resolve. Quels facteurs rationnels et émotionnels expliquent nos réactions d'adhésion ou de rejet envers un homme politique? Pourquoi certains leaders politiques sont-ils plus charismatiques que d'autres? Je pense que le charisme est la capacité à entrer en contact avec l'auditoire en donnant une sensation d'échange et de proximité. Cette notion du charisme était très bien incarnée par des leaders américains comme Ronald Reagan et Bill Clinton, qui, de ce point de vue, se ressemblaient. Mais je pense que le charisme est aussi assimilable à ce que nous appelons la projection, quand il s'agit de la voix. Le charisme, c'est produire un effet non seulement sur votre environnement immédiat, mais aussi à distance, de telle sorte que votre façon de communiquer impressionne les gens. Le charisme, c'est la capacité d'un individu à capter l'attention des gens, combinée au pouvoir de changer leur façon de ressentir, de penser et d'agir. Une personne charismatique, c'est quelqu'un qui vous impressionne, vous intéresse et vous attire. C'est quelqu'un qui a du charme et dont le leadership inspire confiance. Dans les 30 dernières années, le développement de l'éthologie, de la psychologie et des technologies de l'image et du son a permis de mieux comprendre les éléments du charisme en politique. Les rois, princes, chefs d'État et leaders politiques ont toujours essayé d'apparaître comme puissants et sûrs d'eux. C'est une composante du pouvoir, et c'est ce qu'on attend d'un leader. Pourtant, au cours du dernier siècle, les codes de la communication non verbale ont beaucoup évolué. Autrefois, les leaders politiques s'exprimaient devant quelques milliers de personnes. Ils se tenaient sur des tribunes, la foule les apercevait de loin. Leur posture, leur gestuelle, leur intonation de voix étaient les éléments prédominants de leur communication non verbale. Leur langage corporel était très théâtral et nous paraît aujourd'hui caricatural. Le développement de la télévision a changé les codes de communication des hommes politiques et la façon dont ils s'expriment en public. La puissance de ce nouveau média a révélé le pouvoir de l'image. Il a soudain exposé les leaders politiques en gros plan devant des millions de personnes. Désormais, les expressions faciales, les regards, les attitudes des politiciens échappent difficilement aux caméras. L'hyperexposition des personnalités politiques en fait même parfois de véritables stars des médias. Dans le même temps, l'information est traitée en temps réel. Elle est diffusée rapidement en quelques images. D'où la nécessité de laisser une impression positive et de convaincre quasi instantanément.
Parfois, les hommes sont convaincus par des mythes. Ainsi, en politique, ne compterait que ce qui est dit. Pourtant, l'immense majorité des électeurs ne connaissent les hommes et les femmes politiques que par l'écran de télévision, où l'image est toute puissante. Vous allez tous voir les mêmes discours de leaders politiques. Dans le premier groupe, vous n'aurez que l'image. Dans le second groupe, l'image et la voix. Dans le troisième groupe, l'image et le son filtrés. Je vais vous demander de choisir une seule émotion, celle qui vous paraît la plus claire. For many Americans, these 4 months have brought sorrow and pain. To fight it together. J'ai examiné vos réponses. La grande majorité d'entre vous, quels que soient les groupes, ont vu en Reagan quelqu'un de joyeux. C'est pareil pour Jacques Chirac. Tandis que Bush et même Blair exprimaient selon vous l'inquiétude, l'anxiété, la peur. La conclusion est que la plupart des observateurs attribuent correctement des émotions à un leader politique, mais en se référant uniquement à son expression faciale, et ce, en moins de 2 secondes. Des expériences récentes sous IRM fonctionnel ont confirmé que notre réaction à l'image d'un leader politique est déterminée essentiellement par la partie émotionnelle de notre cerveau. Avec notre cerveau visuel, nous jugeons le visage de politiciens inconnus de manière positive ou négative. 1 seconde suffit pour que nous votions pour des visages que nous trouvons plus compétents ou plus attirants. En fait, une telle décision résulte moins de notre cortex rationnel que du système limbique, qui est le centre de nos émotions primaires, instinctives. Les sympathisants d'un leader réagissent à son visage souriant comme dans le cas d'un coup de foudre. Dans leur cerveau, les zones activées sont celles du plaisir, de la joie, et leurs pupilles se dilatent de manière inconsciente. Les opposants d'un leader tendent à contracter leurs pupilles et les aires activées dans leur cerveau sont celles de l'agressivité, du dégoût. Notre cerveau émotionnel nous fait réagir comme les primates à la vue d'un congénère. Est-il dominant, c'est-à-dire assuré, rassurant, ou est-il anxieux? For many Americans, these 4 months have brought sorrow and pain. C'est ce qu'étudie depuis plus de 20 ans le professeur Roger Masters, les origines primatologiques de la politique. La principale caractéristique de notre héritage primatologique est la faculté que nous avons d'exprimer nos sentiments ou nos actions potentielles par des signes que les autres reconnaissent. Le répertoire facial des humains est similaire à celui des primates, et on peut classer ces expressions faciales en 3 grandes catégories: la peur, la colère, la joie. C'est une mimique de peur, sourcils baissés, les yeux attentifs à l'environnement, les narines dilatées pour favoriser la respiration en cas de fuite et les lèvres tendues.
La mimique de colère est très différente, avec des dents du haut et du bas découvertes, les sourcils froncés. Enfin, la mimique de joie, le regard n'est plus dur comme précédemment et il y a le sourire avec les dents largement apparentes. La politique fait partie de la nature humaine et Aristote décrivait l'homme comme l'animal politique. Les primates en général ont l'expérience de la hiérarchie et du pouvoir. Il y a une différence entre le leader du groupe et les autres membres. Et chez les humains, nous avons le même phénomène. Les gestes et postures des leaders expriment le caractère dominant. Le leadership repose sur la combinaison entre coopération et compétition. Cela est vrai chez les primates, parmi les grands singes. Le leader doit avoir le soutien des autres membres du groupe. En politique, avant la course à une élection présidentielle, vous devez obtenir la nomination de votre parti. Donc, de toute évidence, l'art de combiner la compétition avec certaines personnes et la coopération, les alliances avec d'autres, est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'une campagne politique chez les humains ? Cela consiste à motiver votre base pour qu'elle vous soutienne et vous fasse gagner contre les autres. On retrouve le même comportement chez les chimpanzés. Habituellement, les mâles ne s'intéressent pas beaucoup aux enfants, sauf quand cela peut les servir. Ainsi, de la même façon que les hommes politiques embrassent très fréquemment les enfants durant les campagnes, les chimpanzés mâles le font aussi pour être plus populaires et pouvoir défier les autres. Dear Governor Bush, thank you for coming to our school and for your visit. That love can outlast hate, that the light of human life can shine on through the most terrible darkness. Le répertoire de nos mimiques faciales est beaucoup plus varié que celui des singes. Nos émotions sont plus complexes et nous possédons davantage de muscles, ce qui nous permet d'exprimer des émotions combinées et d'avoir un répertoire d'expression plus riche. Le professeur Nick Ousseb a développé un programme informatique pour analyser chacune des émotions exprimées sur un visage. Notre programme utilise un modèle d'analyse des expressions. Cela signifie que nous avons un masque qui s'adapte au visage et enregistre les mouvements des muscles faciaux qui reflètent les émotions exprimées sur un visage. Quand nous créons le masque, nous utilisons un modèle simplifié des muscles du visage, de façon à obtenir les 12 muscles principaux. Et ceux-ci servent à enregistrer les mouvements prédominants du visage. Ceux de la bouche, des joues, des sourcils et du front. Sur cette image, Blair montre une expression très claire de joie et tous les signes caractéristiques de cette émotion s'expriment sur son visage. La bouche largement ouverte, les yeux légèrement étirés, c'est évidemment une expression forte et convaincante. Et que penses-tu de Nicolas Sarkozy ? Il bouge beaucoup, mais son visage est moins charismatique que certains autres. Et il a une combinaison étrange de différentes émotions. Ah oui, là, on peut voir de la tristesse, par exemple. Il n'est pas tellement expressif, même s'il essaie de donner de l'emphase en bougeant beaucoup ses mains. Oui, en réalité, il exprime beaucoup moins d'autorité que les gens ne le pensent. Les gens lui attribuent une très forte autorité, mais vous ne pouvez pas avoir une forte autorité si vous exprimez de la tristesse ou de la peur.
Cette photo de George Bush est un bon exemple de la façon dont il combine des expressions faciales contradictoires. Ainsi, vous voyez des signes de joie à hauteur de 11%, mais dans le même temps, il exprime aussi de la colère et du dégoût. Et c'est très caractéristique de lui. D'un côté, une expression positive, mais aussi une certaine inquiétude et de la tristesse dans sa façon d'aborder un sujet. Cette séquence, avec Ronald Reagan, nous montre ses talents d'acteur, avec une combinaison de bonnes émotions, de la joie avec un sourire expressif, mais aussi de la détermination illustrée dans notre modèle par des traces de colère et de mépris. Bien souvent, en tant qu'être humain, notre visage a une expressivité même quand nous pensons être neutre. L'idée est que certaines personnes ont naturellement un visage plutôt triste ou plutôt gai. Un bon exemple d'un homme politique qui aurait un visage triste serait George Bush, tandis que Tony Blair aurait plutôt naturellement une expression joyeuse. Dans la plupart des cas, nous exprimons des émotions mixtes, combinées. Mais quand une personne exprime la joie ou la surprise, souvent la proportion de ces émotions est très élevée. Et nos expériences ont démontré qu'une émotion positive est plus absolue, dominante, alors qu'une émotion négative est plus mélangée. Les mimiques charismatiques sont claires. Ce sont des signes d'autorité, de dominance. Ce sont des signes d'amusement, de joie. Pas d'anxiété, pas de tristesse. Il est important aussi que le discours concorde avec l'expression faciale, les intonations de la voix et avec le geste. Imaginez des politiciens qui ne feraient pas de gestes. Avec des bras et des mains immobiles le long du corps, vous trouveriez cela très bizarre. Vous les trouveriez non seulement rigides, mais peu communicants. Les gestes sont importants et les politiciens ont besoin de les utiliser. La plupart des gestes que vous voyez chez les politiciens ont deux objectifs. Tout d'abord, insister sur un point. More than ever in my life that the best days of this country are still ahead of us. D'autre part, la variation des gestes et des mouvements de main structure le discours. Un nouvel aspect du discours peut être appuyé par un changement de gestuelle. Pour le public, c'est un support visuel qui balise ce que dit l'orateur. Mais il y a des gestes qui ont une signification plus précise. De nos jours, les politiciens sont très adeptes du geste appelé « pincement de précision », qui était déjà décrit chez les politiciens de la Rome antique. Ce geste suggère que ce que vous dites est très spécifique et que vous abordez un point auquel il faut être très attentif. Un type de geste qu'on retrouve très souvent chez les hommes politiques est ce mouvement de balancier vertical accompagné de positions de main très variées. Le pincement de précision, l'index tendu et pointé, la main à plat qui amplifie le mouvement de coupe verticale et ainsi de suite. Un geste doit s'interpréter par rapport au contexte dans lequel il est fait. Il faut se garder d'attribuer une signification figée et universelle à un geste particulier. Il arrive parfois que les politiciens aient une gestuelle symbolique, comme par exemple George W. Bush, faisant un geste de strangulation lorsqu'il parle de l'emprise de la terreur. Slowly but surely, the grip of terror around the throats of the Iraqi people is being loosened.
Une autre façon d'interpréter ce geste est de l'envisager comme une métaphore qui vient renforcer celle du discours, car, bien entendu, illustrer l'emprise de la terreur par un geste de strangulation est une métaphore. Parmi les leaders populistes radicaux, vous trouvez souvent une gestuelle qui rompt avec les schémas classiques. En ayant ce comportement provocateur et exagéré, ils cherchent à toucher le peuple qui ne veut plus du système politique établi. Mussolini est un bon exemple de ce phénomène. Dans cette séquence, non seulement il montre un langage corporel très théâtral, mais il appuie également ses arguments par une gestuelle très imagée que l'on ne retrouve pas chez les politiciens classiques. Un élément du langage corporel auquel nous pensons peu est la façon de marcher. Dans la Rome antique, il y avait pendant la République une classe de politiciens de plus en plus influents qui venaient des provinces. Ils avaient une façon de marcher très différente de l'élite urbaine romaine. Et ils incarnaient leur politique dans cette démarche particulière, un peu rustique. La tendance à modérer notre gestuelle est très liée à la conception que nous avons de notre corps dans la culture occidentale. La chrétienté en est responsable en grande partie. Ainsi, au Moyen-Âge, quand quelqu'un avait une gestuelle exubérante, on considérait qu'il était incapable de maîtriser ses pulsions corporelles. Et de nos jours encore, on évite souvent d'avoir une gestuelle trop expressive qui suggère un manque de self-control chez l'orateur. En tant qu'expert en communication, je peux vous dire que plus vous faites de gestes et plus vos gestes sont complexes, plus vous communiquez avec le public. Je pense que nous assistons à une vraie renaissance du geste dans nos sociétés modernes fondées sur le visuel. Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen. Si les expressions faciales, la gestuelle, sont des éléments fondamentaux du charisme, la capacité des hommes politiques à nous convaincre et à nous séduire tient aussi beaucoup à leur voix. To believe that together, with God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. La voix est liée à la façon dont on est en communication avec l'autre et avec le monde. Et de ce point de vue-là, qui n'est pas forcément un point de vue scientifique, mais plutôt psychologique, eh bien, la voix est liée à l'intention de celui qui parle. Et l'intention de celui qui parle va pouvoir s'entendre en écoutant le timbre de la voix. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Parce que la voix, c'est finalement cet équilibre entre le dehors et le dedans, entre l'impression et l'expression. Les différents types de voix sont les voix de face, qui se caractérisent par une direction, la direction de la face. Donc les voix de face sont des voix très pontifiantes souvent, qui cherchent souvent à convaincre,
On a ensuite qu'on peut assimiler aux voies de face les voies de bouche, les voies qui mettent en jeu spécialement la cavité buccale. Par exemple, nous avons Tony Blair qui a une voix où la bouche est active, ce qui donne quelque chose d'aigu dans la voix. La voix va dégager des harmoniques aiguës et quelque chose d'assez émissif. Britain has learnt that lesson many times before in our history. En ce qui concerne les voix de nez ou les voix de bouche, les voix plutôt en avant, on pourrait trouver la voix de Bill Clinton, qui n'a pas véritablement une voix globale, timbrée, donc thoracique. Sa voix est plutôt aiguë, ce serait aussi une voix de bouche, avec un côté relativement nasillard. At the special NATO summit this summer, that is what we will begin to do. We must strengthen NATO's partnership for peace with non-member allies. Alors nous avons également les voix de larynx, ou dites également voix de gorge. Les voix de gorge, c'est des voix qui sont plutôt serrées dans la gorge, ce qui témoigne d'une recherche du mot, d'une recherche... Le mot prime sur la résonance, et donc ils sont moins charismatiques, toujours, que les voix plutôt résonantes. Les voix qui peuvent être particulièrement insécurisantes sont des voix qui font intervenir surtout la gorge, ou des voix qui font intervenir massivement la tête, c'est-à-dire où on ne trouve pas cette totalité corporelle. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. You promise a meeting at that high a level before you know what the intentions are. I don't want to be used for propaganda purposes. Donc Hillary Clinton, pour moi, serait quelqu'un, de par sa voix, si on écoute simplement sa voix, de faussement assuré, parce que sa voix témoigne d'une certaine fragilité, étant donné son timbre plutôt laryngé et de tête. On ne peut pas parler chez Hillary Clinton d'une véritable voix thoracique ou séductrice ou très affirmée, comme on pourrait par exemple entendre chez Margaret Thatcher. Together our nations have faced the challenges of our time and have not flinched. We forged ahead with strengthening the peace, spreading prosperity and safeguarding liberty. Hillary Clinton donc joue sur le registre de l'émotion parce que justement cette non-assurance de sa voix laisse entendre cette fragilité émotionnelle, laisse entendre aussi qu'elle se livre plus ou moins volontairement. Alors les voix de ventre, ce sont les voix les plus prisées parce qu'elles vont donner un bon point d'appui et vont donner des harmoniques aiguës abondantes. Et donc, c'est un très bon équilibre entre le grave et l'aigu. On trouve ça particulièrement chez Ronald Reagan. Ronald Reagan qui non seulement témoigne d'une bonne tenue de la voix, c'est-à-dire une voix de ventre, mais une voix de ventre qui va allumer tout l'ensemble, ce qui lui donne une voix équilibrée et très harmonique et harmonieuse. The exemplar of freedom and a beacon of hope for those who do not now have freedom. To those neighbors and allies who share our freedom, we will strengthen our historic ties and assure them of our support and firm commitment. We will match loyalty with loyalty. Conjointement au timbre et aux intonations de la voix, un autre élément déterminant d'un discours est son rythme. Money cannot buy it, power cannot compel it, technology cannot create it. It can only come from the human spirit. Tout est possible. Même s'il existe des différences entre les langues, des expériences ont montré que le bon débit se situe entre 140 et 180 mots par minute. En dessous de 140, l'attention du public décroît et une impression d'ennui se développe. Au-dessus de 180, le rythme est trop rapide et le message devient peu compréhensible. The United States respects rule of law. Les pauses et les silences sont aussi très importants. Bien sûr, certaines pauses illustrent l'hésitation, le manque d'assurance. How we used our intelligence to, for example, Mais le plus souvent, les silences expriment l'autorité, l'emphase, la solennité. friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror.
The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. En règle générale, vous trouvez beaucoup de cohérence et de concordance entre les différents éléments de la communication corporelle qui se complètent logiquement. Le regard, les gestes, les postures et le discours. Tout cela va ensemble. Mais il arrive que vous observiez un décalage entre, par exemple, l'expression du visage et ce que dit la personne. Je pense que le président Bush en est l'exemple typique. Vous le voyez souvent avec une expression faciale qui ne semble pas en accord avec le contenu de son discours. Quelque chose de très frappant dans les expressions faciales de George W. Bush est l'asymétrie de son visage, qu'on voit particulièrement bien au niveau de ses sourcils. Il soulève ses sourcils pour exprimer de l'emphase, mais souvent ces deux sourcils ne sont pas dans la même position. L'un est plus haut que l'autre. Il donne ainsi l'impression de faire de l'humour, de s'amuser de ce qu'il dit. Pour le public, c'est difficile à interpréter. Well, but what wasn't wrong was the fact that he had the ability to make a weapon. Cette asymétrie faciale se retrouve aussi dans la position diagonale de sa bouche, qui fait paraître son visage plus long d'un côté que de l'autre. C'est de travers, comme on dit. This is all in the context of war. Généralement, la cohérence vient naturellement. Mais quand il y a un manque de cohérence, là, il faut de l'aide. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. The public can, of course, sense le public peut bien sûr ressentir au niveau émotionnel s'il a affaire à quelqu'un de fort et d'assuré ou quelqu'un qui essaye de paraître confiant sans avoir cette force intérieure. Le charisme politique d'un leader dépend fortement du contexte historique, culturel et social dans lequel il intervient. Il existe un type de charisme qui agit quand une société est menacée. Un leader charismatique fait preuve de force et montre qu'il n'est pas effrayé par cette menace. Il est capable de redonner confiance à toute une société prête à le suivre pour surmonter cette menace. Dans le cas d'Hitler, cela se traduit par une agressivité extrême dans son comportement non verbal. Pourtant, avant ses discours, quand il monte sur le podium, on peut percevoir quelques signes d'un manque d'assurance. Mais ce qu'il savait faire avec beaucoup d'habileté, c'était créer une sensation d'énergie. Il s'exprimait avec beaucoup de force. Il avait institué avec ses partisans cette sorte de rituel fait d'émotions partagées. Il disait quelque chose et au lieu d'applaudir, tout le monde scandait « Heil Hitler » en même temps. Cela lui donnait une image de puissance incroyable.
Cette énergie, cette conviction déclenchaient des réactions fanatiques dans des foules immenses. Et c'est ce que les médias ont montré. Rappelons-nous qu'à l'époque d'Hitler, les médias se résumaient à des films. La caméra était placée sous l'angle qui était le plus favorable. Le film était ensuite monté et tout signe de faiblesse était bien entendu coupé. C'est un monde bien différent aujourd'hui où la télévision est beaucoup plus instantanée. Même si l'expérience politique du public a évolué au cours des dernières décennies, toute l'imagerie politique véhiculée par la télévision et les médias modernes incite à fonctionner sur le principe du contraste comportemental. Le cerveau fabrique instinctivement une comparaison visuelle entre les différents leaders politiques. Certaines images sont inconsciemment mémorisées. Par exemple, les sorties de voiture, les sourires, les poignées de main, mais aussi les expressions de nervosité, de tristesse ou de stress. En quantifiant la proportion d'expressions et d'attitudes positives ou négatives, le cerveau émotionnel du public produit spontanément une représentation comparative en termes d'autorité, d'assurance, de sympathie. La clé de la popularité est bien souvent dans la combinaison de 3 éléments: autorité, énergie et joie. Alors qu'il y a des différences entre les sociétés et les cultures par rapport aux attentes des électeurs et leur manière de percevoir les interventions publiques des politiciens, les cultures, bien sûr, évoluent. Les attentes changent, et ce, parfois, rapidement. You forecast 2 things. First, that the decade would be less dangerous if the West maintained the L'évolution des attentes du public reflète généralement les changements dans une société. Et l'un des principaux changements, dans beaucoup de pays, durant les dernières décennies, a été le rôle croissant des femmes et leur accession à des positions de leader. I'm thrilled to have everyone here on this stage who represents the past, the present and the future of our country. Les recherches ont montré que dans la vie quotidienne, les femmes sont plus expressives que les hommes. Elles sont plus spontanées, plus réceptives, notamment en souriant plus, ce qui pourrait être leur arme politique. Je pense que les femmes sont plus sobres dans leurs interventions publiques. Elles n'essayent pas autant d'exprimer le pouvoir et l'autorité dans leurs gestes et leurs postures. Mountaintops and in caves, you will not escape the justice of this nation. Les postures des hommes, leurs comportements sont beaucoup plus fondés sur le modèle primatologique du mâle dominant. Alors que les femmes jouent plus sur l'échange, l'empathie, la réceptivité. On peut noter plusieurs différences statistiques entre les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à être plus joyeuses, plus enthousiastes. Et les hommes ont tendance à être plus pragmatiques, en ce sens qu'ils manifestent des signes de colère ou de dégoût. Cependant, il y a aussi des femmes qu'on pourrait appeler des femmes de caractère, qui montrent des émotions plus proches de celles d'un homme. Mr. President, when you welcome me to the White House... Alors, lorsque l'État central, en fonctionnant mieux et en étant au clair... L'intensité des débats et la proportion importante d'hommes en politique contraint parfois les femmes à adopter un style plus masculin, avec des expressions d'autorité, d'agressivité. Le but est d'apparaître aussi crédibles et assurés que leurs homologues masculins. Voilà l'enjeu de l'année prochaine.
Le vrai défi pour les femmes en politique est de trouver le bon dosage entre des expressions de joie, d'empathie, de réceptivité qui leur sont plus naturelles et des expressions plus offensives, d'autorité, plutôt associées aux hommes. Hillary Clinton représente assez bien cet équilibre. Pourtant, les sourires et la bonne humeur contribuent grandement à la popularité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La séduction fait partie du charisme et le sourire est une arme essentielle dans la séduction. Mais que dire des sourires de nos leaders politiques ? La plupart de nos sourires ne sont pas des vrais sourires. Ce sont des sourires de politesse, de conciliation, des faux sourires. La différence est détectable à un signe très discret qui n'est pas dans les lèvres, pas dans les joues, mais dans cette petite bande de peau entre la paupière supérieure et le sourcil qui descend légèrement lors d'un vrai sourire de joie. Mais c'est très subtil, pas facile à repérer. En politique, tout est dans l'équilibre entre un comportement naturel et la maîtrise de son image. Même si une attitude est jouée, plus elle paraîtra naturelle, plus elle aura d'impact. Pour un leader politique, il est déterminant d'avoir une représentation fiable de son image, afin de jouer sur le bon registre en fonction des situations. Dans ces conditions, peut-on attendre d'un politicien qu'il soit spontané, sincère? I'm not going to comment on that. Je ne pense pas que vous ayez une chance d'être élu à de hautes fonctions si vous n'êtes pas un bon acteur. Donc les politiciens ont les capacités de nous tromper s'ils le souhaitent. Et nous savons probablement tout cela lorsque nous les élisons. Ici, aux USA, les gens disent que le plus important pour un homme politique, c'est l'honnêteté. Mais en même temps, ils sont très cyniques sur le fait que les politiciens ne nous disent jamais vraiment la vérité. We'll find out about the weapons of mass destruction that we all thought were there. That's part of the Iraqi survey group and the group I've put together to look at. Mes recherches montrent très clairement que la plupart des gens ne peuvent pas dire si quelqu'un ment d'après son attitude, l'expression de son visage, ses gestes, sa voix et son discours. Moins de 5% des personnes détectent un mensonge à partir du comportement. Well, but what wasn't wrong was the fact that he had the ability to make a weapon. Bien qu'il n'y ait pas donné de Pinocchio, il y a des signes d'émotion qui ne sont pas cohérents avec ce qui est dit, ou bien le temps de réflexion est parfois trop long par rapport à la nature de la question. How do you respond to critics who say that you brought the nation to war under false pretenses? Yes. First of all, I expected to find the weapons. Ces signes sont des indices et quand vous les détectez, ils suggèrent qu'à ce moment précis, on ne vous livre pas l'histoire dans son intégralité. À vous de trouver pourquoi. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Les signes du mensonge peuvent varier d'une personne à l'autre. Dans son cas, un premier indice est une forme de distanciation qu'il met entre la personne dont il parle et lui. Quand il dit « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme », il aurait été plus convaincant en disant « Monica Lewinsky », plutôt que d'introduire cette distance qui suggère qu'il ne dit pas la vérité.
Mais avant cela, avant même qu'il ne dise un mot, on le voit se pincer et mordre sa lèvre inférieure. Ceci est un tic assez courant chez lui, mais qu'on remarque aussi chez les enfants qui s'apprêtent à vous dire un mensonge. Il y a la vérité, le mensonge, et la limite entre les deux est parfois floue. Dans un mensonge, je vous trompe délibérément, et je ne vous donne aucun indice sur le fait que je vais vous mentir. Ainsi, on ne peut pas dire qu'un acteur ment, car vous savez qu'il joue un rôle, que ce n'est pas la vérité. Mais si c'est un bon acteur, il vous captive et vous y croyez. Est-ce qu'un acteur ment? Non, il ne ment pas. Ça fait partie du jeu. D'une certaine façon, nous n'attendons pas des politiciens qu'ils nous disent toute la vérité, d'autant moins en public, où cela pourrait être exploité par leurs ennemis sur un plan national ou international. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Alors, peut-on dire que les politiciens mentent? Selon ma définition du mensonge, non. Mais ils peuvent nous tromper, et nous nous attendons à ce qu'ils nous trompent. Maintenant, en démocratie, c'est un vrai problème. Parce que si un électeur n'est pas correctement informé, comment va-t-il se faire une opinion? Et si tout ce que nous raconte un politicien est entendu par les opposants, il ne peut pas nous dire toute la vérité. Donc c'est un dilemme pour lequel je n'ai pas de solution.